Bonjour Juliette Esmeralda. Bonjour Monsieur Lambrel. Alors vous êtes sociologue martiniquaise, vous enseignez notamment à l'UFC de l'Université des Antilles et vient de ressortir une nouvelle édition d'un livre qui a quelques années mais qui reste d'actualité, Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation, c'est aux éditions Jazor. Alors Juliette Esmeralda, j'ai envie de vous demander, vous êtes une femme nappie ? Nappie, si ça veut dire porter son cheveu tel qu'il est... Il faut expliquer que ça veut dire oui, en anglais, natural happy. Naturelle et heureuse de l'être. Mais si on veut, moi je ne m'étais pas posé la question. Ouais. Voilà, j'y réponds. Oui. Alors vous êtes fière de vos origines, de vos cheveux, de votre peau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas toujours été le cas à travers les siècles. Non, disons que personnellement, je ne m'étais pas impliquée dans la problématique. Je voulais comprendre pourquoi les femmes... Enfin, j'imagine qu'elle vous intéresse, qu'elle vous touche. Mais absolument. Et je voulais comprendre pourquoi les femmes se défrisaient. Ouais. Parce que ça n'avait rien d'automatique. Et il me semblait que derrière cette pratique, il y avait peut-être une problématique liée à la texture même du cheveu, puisque j'ai découvert par la suite que en Europe et au Maghreb, eh bien, les femmes qui ont ce type de cheveux aussi, les défrisent. Ouais. Mais si, c'est ce que vous appelez finalement le résultat d'une aliénation des femmes noires. Ça remonte à très loin, ça remonte à l'esclavage. Oui, c'est-à-dire que pour comprendre le phénomène, il m'a fallu essayer de, si vous voulez, revenir ou me référer à ce qui se faisait en termes de coiffure dans les sociétés africaines avant la déportation des Africains dans les Amériques. Ouais. Et c'est à partir des difficultés que les femmes ont eues de se coiffer, d'entretenir la beauté qu'elles entretenaient en Afrique, que j'ai compris les phénomènes d'aliénation, disons de l'impossibilité dans laquelle elles étaient d'entretenir une beauté qui demandait du temps, un temps culturel, et puis... évidemment, en tant qu'esclave, elles n'avaient pas ce temps. Elles n'avaient pas ce temps, puisque leur temps était au service des maîtres et forcément, vous voyez là des coiffures extrêmement complexes. Et puis, ce temps était aussi un temps pendant lequel se transmettait... Là, on voit Alexandre Dumas. Tout à fait, pendant lequel se transmettaient les valeurs culturelles. Et en fait, vous écrivez dans votre livre que les esclaves femmes n'aimaient pas leurs cheveux. Elles en étaient au point à intégrer, en fait, cette aliénation. Mais... Si vous voulez, elles savaient. L'idée que se font les peuples de la beauté dépend aussi de la capacité qu'elles ont d'entretenir cette beauté. Enfin, que les femmes de ces peuples ont d'entretenir cette beauté. Et les femmes noires en Amérique avaient des difficultés à entretenir cette idée même de leur beauté. Donc elles se sentaient peut-être sales ou négligées. Et elles se sont mises à couvrir leurs cheveux pour justement ne pas avoir à se projeter dans une image de soi qui était par trop négative. Ouais. Et dans le même temps, en Europe et dans les sociétés coloniales, noir, vous dites, égale crépus, égale laideur. Il y avait une assimilation entre la couleur de la peau, la texture des cheveux et la laideur. Et la tribu du cœur. Oui, c'est-à-dire que dans ces situations-là, il faut aussi parler, si vous voulez, des contacts de culture qui mettent en relation des peuples qui n'ont pas de familiarité au départ. Et chaque peuple a ses attributs, mais aussi ses traditions en termes d'usage d'accessoires pour entretenir leur beauté, mais également en termes de, j'allais dire, tolérance aussi les traits, les caractéristiques propres qui sont les leurs. Et si vous voulez, moi je crois que dans l'histoire que je raconte, il y a le fait que les colons blancs avaient du mal avec les traits physiques des Noirs parce qu'ils les connaissaient peu. Et même, si vous voulez, dès le départ, le contact a été brutal parce que l'Africain a senti ce rejet dans le regard, ce mépris qu'il a intériorisé. C'est important ce que vous dites parce que c'était la loi raciale des Blancs et aussi le regard des Blancs. C'est le regard d'abord qui fait... Et puis être dans une position de dominer totale parce que les premiers esclavagés qui arrivent sont enchaînés, sont exposés et au regard, sont touchés. Voilà, ils sont véritablement dépouillés de toute
forme d'intimité par rapport à soi. Et donc la pudeur aussi est malmenée. Enfin, je cite une phrase de votre livre. On a mis des gants blancs au noir, on leur a aplati les cheveux, les femmes ont mis des perruques, puis se sont défrisées. L'Occident les a reniées physiquement pour les assimiler au canon de la beauté blanche. Tout est dit. Hein. C'est-à-dire que dans le processus de blanchissement, d'éclaircissement de la peau et de raidissement du cheveu ou d'aplatissement du cheveu crépus, il y a une recherche si vous voulez, d'ajustement du corps noir au canon du corps blanc, au canon de l'esthétique qui était valorisé par le... Mais ça n'est pas... Le blanc en tant que tel, c'est le blanc en tant que groupe dominant, celui qui définit les critères qui sont valables pour lui et qui, justement, dans la comparaison avec un peuple qu'avant qu'il soit mis en esclavage, on avait pris soin de définir comme étant un peuple sans culture, incivilisé, etc. Donc, c'est plus dans un ensemble de phénomènes qui vont si vous voulez, se conjuguer à un moment historique donné, au moment justement où l'Afrique est mis en esclavage, qu'on va pouvoir analyser et donner du sens à ce qui se passait à ce moment-là. Mais le corps tout seul, la race tout seul, s'il faut en parler, ne dit pas toute ne donne pas toute la signification de ces phénomènes. Quand on voit les photos qu'on voit derrière vous, là, oui. Alors ça, justement, il y a comment est-ce que vous... Alors là, c'est Bob Marley, mais les femmes qu'on a vues, c'est un retour aux sources ou au contraire, c'est une liberté totale? Aujourd'hui, il y a d'abord dans Peau noire, cheveux crépus, il y a eu ce désir d'aller voir ce que faisaient les Africains et d'avoir trouvé ces coiffures si extraordinaires et de l'avoir signalé a donné aussi, à mon avis, à beaucoup d'Africains même qui avaient oublié ces coiffures, l'idée d'aller aussi puiser dans leur ça, c'est ce qu'on appelle ce phénomène Napi. De retour, c'est-à-dire le phénomène Napi, il est parti lui des pays anglo-saxons, mais de revisiter les traditions culturelles capillaires, etc. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup d'Africains qui sont conscients d'avoir ce patrimoine. C'est une sorte de réappropriation de son identité. De réappropriation, en tout cas, de traditions de coiffure. Je vous propose justement de regarder ensemble un extrait de notre émission Africanité qui était consacré justement à ce phénomène Napi, ce retour aux origines. Regardez. Tressé, tissé ou coiffé en mode afro, le cheveu crépus est de retour. Parti des États-Unis où il est incarné par Solange Knowles, la sœur de Beyoncé, le phénomène Napi a gagné l'ensemble de la planète. Le Napi est une contraction entre naturel et happy. Donc le fait d'être Napi, c'est de s'assumer et d'assumer son cheveu crépus avec beaucoup de fierté. Dès que j'ai coupé mes cheveux et que j'ai gardé que les naturels, je me suis sentie pousser des ailes comme si j'avais une force intérieure qui m'animait, qui me donnait vraiment envie de m'affirmer et qui me donnait encore plus confiance en moi. Une élection Miss Napi a même récemment été organisée à Paris avec une vingtaine de candidates et un jury prestigieux, heureux de promouvoir le cheveu afro au naturel. Elles sont toutes très belles et je trouve ça extraordinaire que nous ayons envie maintenant de mettre en avant notre beauté et tout ce que nous avons de naturel. Être ici, c'est une forme de combat, voilà, pour que le noir, l'homme noir, la femme noire prennent leur place dans cette société, mais la prennent d'une façon noble et positive. Alors, Julie Esmeralda, je vous ai vu sourire. Vous aviez l'air heureuse pour ces jeunes femmes. Non, on utilise des mots qui sont ceux d'une guerre. Moi, je crois que c'est important qu'on comprenne que on n'est pas nécessairement dans cette vision-là, ou cette optique-là, quand on parle de la problématique. Aujourd'hui, il y a énormément de phénomènes qui se conjuguent pour dire que les femmes ne veulent plus se soumettre à des traitements ou soumettre leurs cheveux et leur corps à des traitements aussi violents. Aussi, parce qu'on peut aussi parler de la Absolument. peau. Le blanchissement, je crois qu'il faut dire, de la peau qui fait des dégâts terribles. Absolument. Donc aujourd'hui... Ça fait partie du même processus. Il me semble qu'il y a aujourd'hui plus de recul chez, en tout cas, une partie des femmes et qu'elles veulent, à l'ère de l'écologie, j'allais dire, habiter leur corps un peu autrement à partir de valeurs, justement, qui les revalorisent à leurs yeux, mais qui aussi les éloignent de pratiques qui étaient absolument délétères au point de vue de la santé. Et ce phénomène de retour aux sources, il reste minoritaire, vous pensez, parmi les femmes, disons, noires, d'abord celles-là, les noires en Europe ?
Oui, moi je crois que c'est un phénomène. C'est-à-dire que quand on a l'ouvrage dont vous parliez, qui a 11 ans aujourd'hui, avait... Peau noire, cheveux crépus, avait fédéré un noyau de femmes qui étaient déjà dans cette réflexion. Qui étaient militantes, en fait. Pas militantes, pas nécessairement militantes, mais qui cherchaient à habiter leur corps de manière plus sereine. Et aujourd'hui, vous avez véritablement une génération de femmes, les plus jeunes, les trentenaires, qui disent, qui naissent presque avec l'idée que c'est mon cheveu, c'est normal, et je n'ai pas à me positionner dans un combat politique ou militant. C'est simplement mon corps réel avec lequel je veux pouvoir vivre. Donc ça veut dire que la société est en train peut-être de se démocratiser, de devenir plus tolérante et de comprendre que l'altérité, c'est aussi une des dimensions qu'elle doit cultiver. On parlait du blanchiment de la peau. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous diriez à une femme noire aujourd'hui qui voudrait se faire blanchir la peau? Mais je crois que si elle prend le temps de comprendre les conséquences de ce phénomène, de cette pratique, combien il est délétère, combien il est dangereux, je crois que l'envie lui prendra très vite d'abandonner cette pratique. Et on n'a qu'une envie de dire aux femmes noires combien leurs peaux sont belles, combien elles ont été dans l'Afrique de leurs ancêtres, combien elles ont été vénérées, aimées pour cette couleur noire brillante. Et c'est vraiment absolument dommage qu'elles abîment leur si belle peau. Aimer telles qu'elles sont. Mais il faut rester ce qu'on est. Au final, vous diriez aux femmes noires, suivez votre nature, vos origines, soyez libres de faire ce que vous voulez, aussi de vos cheveux et de votre peau? Bon, moi, j'ai pas trop de leçons à donner aux gens. Je suis d'abord une scientifique, une chercheure. J'ai eu envie d'écrire ce livre qui n'est pas une thèse, qui n'est pas un doctorat, qui est juste un travail de réflexion sur cette pratique. Et donc, que les femmes s'instruisent, qu'elles prennent connaissance des savoirs qui existent aujourd'hui et qu'elles décident dans leur âme et conscience de ce qu'elles veulent faire. Donc je ne suis pas là pour leur dire, voilà, faites des choix. Ce sont elles qui sont, assez grandes pour le faire. Voilà. En tout cas, pour qu'elles s'instruisent, je les renvoie à votre livre, Juliette Smeralda, donc Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation aux éditions Jazor. Merci d'être venue sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.